Dans mon jardin, dans le Gard, il y a un laurier rose qui a une place particulière dans mon cœur. Ce laurier rose, le voici. C'est le laurier de l'Ouedjdi. Ce laurier, eh bien, il ressemble aux autres, tout simplement. Sauf qu'il a une histoire particulière. Dans les années 70, alors que nous habitions à Alger, nous étions retournés à Tolga. Près de là coule un oued qui descend de l'Atlas. C'est l'Ouedjdi. Quand nous étions petits, mes frères et moi, c'était en 1963-1964, nos parents nous avaient amenés dans cet oued pour nous baigner. Un endroit magnifique où fleurissent en abondance les lauriers roses. Ma mère a eu l'idée de déraciner une dizaine de plants et les a plantés dans le jardin à Alger. En 1972, quand nous avons quitté définitivement l'Algérie, elle avait rapporté 2 plants qu'elle avait mis dans des containers, car dans la Drôme à l'altitude, il fallait les protéger l'hiver. Avant de vendre la maison, il y a quelques années, j'en ai récupéré un et l'ai planté dans mon jardin. Et ce laurier, c'est donc le lien qui relie mon enfance à Tolga et l'endroit où j'ai pris racine à l'automne de ma vie dans le Gard. C'est au petit matin que je prends la route en direction de l'Espagne. J'ai décidé de passer par la Cerdagne. J'ai traversé des paysages de montagne magnifiques à travers les Pyrénées et plus au sud en Espagne. C'est un très bel itinéraire qui m'a conduit jusqu'à Monroyo où je suis arrivé au coucher du soleil. À l'heure qu'il est, alors que je viens de quitter ma maison, j'ai 2 objectifs. Premièrement, revoir ce Sahara si fascinant, la région des Loued où j'ai passé la première année de ma vie, mais que j'ai connue plus tard, la région de Biskra où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 8 ans, à Tolga, cette magnifique oasis située au bord de l'Atlas saharien où mes parents étaient enseignants. Mais surtout, ce qui compte le plus pour moi, c'est de retourner dans ma première école, là où j'ai commencé ma scolarité, l'école de Tolga. J'espère aussi revoir les montagnes des Aurès où mon frère cadet est né, là où mon père avait eu son premier poste d'instituteur en 1953. Ça, c'est pour les souvenirs. Deuxièmement, je voudrais découvrir le grand sud algérien que je ne connais pas. Pas tout évidemment, car le pays est immense, 4,347 fois plus grand que la France métropolitaine. Pour commencer, c'est Lamine, qui est de Tolga, qui me disait « Reviens voir Tolga, reviens en Algérie, tu seras très bien reçu ». C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie d'y retourner, mais ma vie était un peu compliquée et je n'avais pas pu réaliser ce rêve. Mais entre-temps, l'heure de la retraite est arrivée et c'est Abdelkader qui m'a poussé à faire ce voyage, mais avec un petit quelque chose en plus. Ça fait plusieurs années qu'il me disait « Reviens en Algérie, je t'emmène jusqu'à Djanet à moto ». Alors là, il faut reconnaître que ça m'a motivé. Mais il a fallu que les planètes soient enfin alignées pour que ce projet puisse voir le jour. Mais à l'heure où je suis parti, rien n'est retenu à part les billets du ferry et je ne sais pas encore ce que nous pourrons réaliser car la situation subsaharienne est actuellement très délicate et l'Algérie applique des règles très contraignantes dans le sud pour la protection des étrangers. Et maintenant, je suis en route pour l'Algérie avec une pensée très forte pour mon père qui a tant aimé ce pays et le Sahara. Après 9 heures de route sans compter les arrêts, me voilà arrivé à l'hôtel où j'ai pu mettre ma moto en sécurité dans le garage pour la nuit. C'est vers 9 heures que je prends la route pour Valence. La région de Monroyo vaut le détour et la descente vers la côte est magnifique. À moto, c'est un véritable plaisir, d'autant plus que la chaussée est très bonne. En roulant vers Valence, je pense beaucoup à mon père. Pour préparer ce voyage, je me suis replongé dans ses mémoires et j'ai ressenti l'émotion qu'il exprime quand il décrit les paysages, mais surtout les relations qu'il avait avec les populations autochtones, qui ont toujours été bienveillantes envers sa famille et lui,
qui les avait même protégés en ces années difficiles de la guerre d'indépendance. Mes parents étaient très aimés et mon père très considéré comme homme de foi qui s'était mis aussi au service de l'église protestante d'Algérie. Comme il aurait été heureux de me voir partir pour ce voyage. La route est très agréable et j'arrive à Valence vers midi où je pique-nique en ville avant de rejoindre le parking de l'agence Balearia où je dois retirer ma carte d'embarquement. Le départ du ferry a lieu vers 18h mais on doit se présenter 4 heures à l'avance et l'attente est longue. Mais l'atmosphère est très sympathique sur le parking et tout compte fait ça se passe très bien. Me voilà enfin embarqué sur le ferry et désormais ma moto est sanglée. Je prends mon sac de sel sur les épaules et mon casque et je peux enfin rejoindre ma cabine où je peux me changer avant de rejoindre le bar pour me désaltérer avec une petite bière. C'est le petit matin, le soleil ne s'est pas encore levé et je commence à apercevoir la côte algérienne. Il est 8h50 et nous apercevons bien désormais le fort et le sanctuaire de Santa Cruz. Alors que le ferry arrive, Abdelkader est déjà au rang pour m'accueillir. Il prend les photos avant de me rejoindre au port. Nous nous sommes connus il y a quelques années sur un groupe Facebook où l'on reçoit des motards de passage et nous avons eu le plaisir de l'accueillir à 3 reprises. Dès notre première rencontre, il m'avait incité à revenir dans son pays pour me faire découvrir le grand sud algérien que je ne connaissais pas. Longtemps cadre au port de Mostaganem, il est actuellement dans un projet innovant de création d'entreprise et traverse une période très compliquée. Ce road trip va lui offrir, j'espère, un peu de répit. Quand nous nous sommes retrouvés, nous avons tout de suite pris la direction de Mostaganem. Mais avant de sortir d'Oran, nous nous sommes arrêtés à un bar où Fethi nous attendait. Fethi, vétérinaire à la retraite, est un de ses fidèles amis et roule beaucoup avec lui. Nous nous sommes tout de suite entendus à merveille et il s'est révélé un précieux compagnon de route. Bonjour les amis, je suis à Mostaganem, je suis arrivé hier après-midi et désormais nous allons sur Gardaïa. Mais tout d'abord on va rejoindre Fethi, le troisième motard qui nous attend déjà à une station-service.
remarquerez ici que les routes sont très lisses. En fait, il pleut très rarement. 5 années de sécheresse et donc les routes sont crassées. Donc il faut faire attention au freinage. Waouh, le soleil dans l'œil. À Tiaret, nous nous sommes arrêtés à la cafétéria d'Abdelkader pour boire le café et grignoter un petit peu. Aujourd'hui, l'étape est longue et nous devons rouler vite. C'est pour cela que je n'ai pas filmé. Filmer demande du temps et aujourd'hui nous n'en avons pas car nous voulons éviter de rouler de nuit. Et c'est de nuit que nous sommes arrivés à l'hôtel Palmeraie à Gardaïa, bien soulagés car la route a été longue et le fondement a bien souffert, après 8h30 de route sans compter les arrêts. Voilà l'hôtel, très agréable. Et le couloir qui mène à la rue et aux chambres. Les étages. Allez-y. La chambre. Alors le volet à claire-voie qui donne sur le couloir. Et là-haut, dans la salle de bain, l'aération, circulation naturelle de l'air. Il a fait très bon cette nuit. La télévision, la clim, mais j'en ai pas eu besoin. À droite, la chambre de Féti et Abdelkader. Nous marchons vers la vieille ville, vers la place du marché.
grenades. Et c'est quoi ça? Donc ça c'est un peu gluant Ouais. quand c'est cuit et on le prépare avec de la viande. C'est des plats typiquement centre d'Algérie. Hein. Les Algérois ils cuisinent beaucoup. À l'ouest tu risques pas de trouver ça. D'accord. Non, les gens de l'ouest ils connaissent pas le moulerie. Intéressant. Les épices. Si je vais te dire à mon frère qu'il y a... Ouais, c'est magnifique. Voilà, un étalage de dates différentes. C'est magnifique. C'est Gletnour, ça? Je la reconnais. Magnifique. Des grenades, beaucoup de grenades. La menthe c'est un bon diurétique, c'est bon pour la tension. Quoi donc? La menthe. À la menthe, oui. Oui. Tu vois Abdelkader, la photo où on est pris, c'est là-haut. D'accord, donc la mosquée de dessous. Voilà. C'est une rue comme ça qui monte. Je fais le tour de la place là. Ah, c'est super. Je suis très content. Je suis très content de revenir là. سعود كنا عندنا نسمع قامنا تسمع ليش؟ قامنا تسمع ياك صاحبي الاول نعم En 1961, l'hôtel de ville en face, sur la terrasse, où mon père nous a pris en photo. Mes frères et moi, ma mère, on voit monsieur Ferrand Blazer, le collègue. Voilà. Il y en a qui rigolent. Hein. Voilà, je suis très heureux d'être là. Ça, c'est vraiment magnifique. Il y a un Gugus qui nous prend en photo là. Hein? السلام عليكم. وعليكم السلام تلتمية لا بكري نعم نعم كل طلبت أبي مهم فوق الطعام Là, nous montons vers la mosquée.
J'ai bien joué au Call of Duty, là. مسجد العتيق يبغى قصر تغر دايت. Ouais. Évidemment, c'est fermé aujourd'hui, forcément, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est un puits. Maintenant il y a une pompe qui envoie l'eau. Voilà la poulie à l'époque. Voilà, donc il y a une petite citerne. Très jolie placette. Voilà, ici c'est une librairie qui vend toutes sortes de livres d'occasion. On voit des livres dans toutes les langues. Dictionnaire des noms communs, noms propres, Larousse de poche. Voilà. Voilà, on est dans une épicerie. C'est vraiment l'épicerie qui vend des épices. Voilà. Des épices, c'est magnifique, ça sent bon. Il y a plein d'odeurs. Tout est bien rangé. Hop. Oui, oui. Le foulard de mariage et les couleurs, les motifs reproduits sur la poterie. C'est une association. Ici, ce sont des objets fabriqués par des femmes mères au foyer à qui on apprend ces métiers de l'artisanat. À une époque, donc chaque
C'était le lieu de palabre et chaque notable avait sa pierre. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, les pères blancs, voilà, les rabbins. C'était en quelque sorte le parlement local. À la mi-journée, nous reprenons les motos pour nous diriger vers Ouargla, puis ensuite Hassim et Saoud. Mais tout d'abord, nous faisons un petit crochet par El Atef. La vallée du Mzab avec la palmeraie. Ce mausolée à El Atef a inspiré l'architecte Le Corbusier pour la chapelle de Ronchamp. Après la visite d'El Atef, nous avons pris la route en direction de Ouargla, où j'avais prévu une petite pause devant un monument que mes amis ne connaissaient pas. Quand j'étais enfant, j'avais été frappé par la beauté du musée saharien de Ouargla et je voulais revoir ce superbe bâtiment d'architecture néo-soudanaise qui a été construit en 1936. Mon père l'avait pris en photo en 1961. À peine arrivé devant, une voiture de police banalisée a abordé Fethi qui s'apprêtait à prendre des photos. Après l'avoir questionné sur notre présence, les policiers nous ont autorisés à photographier le musée à condition de ne pas prendre le bâtiment à côté qui est une caserne, car c'est strictement interdit. Sur la route, nous avons fait une petite pause au coucher du soleil et c'est de nuit que nous sommes arrivés à Hassim et Saoud. Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale, en fait les 2 jours qui vont venir, puisque l'étape fait presque 1000 km et qu'on va la couper en 2. Nous allons sur Illizi et on coupera en 2 pour la bonne raison qu'on ne roulera jamais assez vite, d'une part. D'autre part, ma moto est très économique en France en respectant les limitations de vitesse, jusqu'à 110 ça va très bien, mais là nous roulons trop vite. Et elle consomme beaucoup, sans compter qu'il y a un très fort vent latéral et donc une résistance terrible au vent. Et j'ai beaucoup consommé hier. Le vent, lui, il n'est pas à 100 km mais pas loin. C'était assez éprouvant hier, d'autant plus que le déflecteur de la bulle s'est cassé entre Mostaganem et Tiaret. Déjà, j'avais oublié d'en parler, et que donc j'ai plus de vent dans le casque. Donc beaucoup de bruit aussi. Ils sont où les collègues? Ils sont là-bas. Nous venons de quitter Hassim et Saoud. Et là, nous avons fait le plein
à la station à 30 km d'Hassim Saoud. Et là, c'est vraiment la pénétration dans le grand désert. Le compteur affiche 133 et 125, voilà. 125, le bus il roule à 120, chrono. On trouve toujours la place pour dépasser facilement, néanmoins, les voitures qui arrivent en face, il faut qu'elles soient très loin. Par exemple là, je n'ai pas la visibilité, je ne peux pas dépasser. Que les voitures arrivent très vite. Voilà, et là, la ligne continue, je m'en moque. Mais la vue est très dégagée et c'est ça qu'il faut. Et attention, quand on va vite, on arrive très vite derrière les camions. Voilà, c'est une gymnastique. On peut avoir une voiture qui arrive au loin, on croit qu'on a le temps, on n'a pas le temps parce qu'elle va peut-être plus vite que moi. Alors il faut savoir que à la sortie de Hashim Saoud, il y a eu un contrôle de police. Ils nous demandent où on va. Ils ont demandé à Abdelkader, y a-t-il un étranger avec vous? Évidemment, il a répondu oui. Et ils ont pris nos 3 noms. Ils savent qu'il y a un groupe avec un étranger qui va jusqu'à Janet. La police le sait. On nous a laissé passer. C'est très bon signe. Alors il se trouve que là, la route est un peu défoncée. Et que il y a un camion qui est passé sur la pile de gauche pour éviter les nids de poules. Et évidemment on allait dépasser. Et il faut être très prudent parce qu'ils ne mettent pas de clignotant. Il faut toujours analyser ce qui se passe sur la route. Regardez sur quoi on roule. Voilà, là par exemple, il y a un problème là. On ne sait pas quoi.
C'est des grands camions qui se dépassent eux-mêmes en évitant les nids de poules. La route est parfois très bonne. En général, elle est très bonne. Mais il y a des endroits qui méritent réparation, évidemment. Là, on roule à 50. Hein. Je vais vite dépasser la voiture parce qu'elle va se rabattre. Voilà. Hop. Pour savoir éviter les nids de poules, là, j'étais à 70. Là. Le camion ne veut pas casser sa mécanique, faut le comprendre, hein. Là, il y a un camion en panne. Il a dû casser quelque chose, mais il est du mot. Ah non, où il répare. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, il répare les nids de poules, ben, c'est bien. Ah, les travaux ne sont même pas indiqués. Alors on va vite, on croit qu'on ne sera pas dépassé, mais il faut toujours se méfier. Il y a des véhicules qui roulent plus vite que nous. Il faut toujours regarder. On a tendance à oublier. Parce qu'on roule plus vite que les autres a priori. Alors là, il y a un barrage de police. Il faut ralentir. Où il y a des chicanes, il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas les policiers, ils ne sont pas en poste. Mais il y a un ralentisseur. Ah oui, c'est ça, il y a toujours des ralentisseurs. Bah, j'ai touché un peu dessous. Alors le chien, c'était pas prévu, hein. Les 2 jours derniers, nous avons eu un fort vent latéral. C'était très fatigant et je ne pouvais pas filmer avec notre cadence. Cela dit, le paysage n'était pas vraiment intéressant non plus. Mais désormais, je filme car cette traversée est spéciale. Il
faut imaginer qu'il y a presque 1000 km devant nous, quasiment droit et de platitude complète, avec seulement une dépression à franchir. Aujourd'hui, le vent est frontal, ce qui donne moins de résistance, mais j'ai un bruit infernal dans les oreilles. Là, nous sommes à 103 km de la station-service où nous avons fait le plein et le paysage n'a pas changé. Ralentisseur, alors faut aller doucement parce qu'il faut pas toucher. Le pot d'échappement, je l'ai déjà un petit peu enfoncé. La caméra s'arrête juste alors qu'on arrive à un contrôle routier. Ça tombe bien car je devais l'arrêter puisque je n'ai pas le droit de filmer les gendarmes. Alors, après avoir changé la batterie, je la positionne à l'avant sur la bulle. Mais malheureusement, elle n'a pas résisté au fort vent frontal renforcé par la vitesse et s'est orientée progressivement vers le ciel. J'ai donc renoncé à filmer pour le restant de la journée. Dommage, car sur 300 km, nous avons longé des dunes magnifiques. J'ai pourtant serré fort, hein, mais... Ah, elle est vissée. Donc Oui. tu la laisses. Ah, je croyais Non, que... non, 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 non. Mais même, c'est trop violent. Nous voilà arrivés à Ohanet après 7h30 de route, sans compter les arrêts, et 612 km. Il est 18h et le soleil vient de se coucher. Nous venons de faire le plein à la station-service et sommes revenus au village pour trouver un endroit où planter nos tentes, car il n'y a pas d'hôtel dans cette petite bourgade. Il n'est pas question non plus de faire les 124 km de route jusqu'à In Amenas de nuit, c'est trop dangereux. Aussitôt, quelqu'un est venu auprès de nous pour nous demander si nous avions besoin d'aide. Il nous suggère alors de bivouaquer dans l'enclos en chantier, juste derrière ce mur de briques. Idée judicieuse. Et c'est comme ça que nous avons pu passer une nuit tranquille, en bordure de la nationale, mais à l'abri des regards, après qu'Abdelkader ait signalé notre présence à la gendarmerie voisine. Alors voilà notre campement, notre bivouac pour la nuit. Là, c'est la tente d'Abdelkader. Tous les soirs, je procède au graissage de la chaîne de ma moto. Mais c'est juste avant le départ ce matin que Fethi, qui a l'œil expert, me fait remarquer que la roue arrière est desserrée et la chaîne très détendue. Alors on sort les outils et au boulot. Merci Fethi.
Une fois cette intervention inattendue effectuée sur ma moto, nous reprenons la route en direction d'In Amenas et faisons une pause peu après Oanet, en amont et en aval de cette dépression où la route, en piteux état, se présente comme un véritable toboggan. Impressionnant. Nous voilà arrivés à In Amenas et après avoir fait une petite pause à la station-service où nous avons fait le plein, nous allons en ville faire quelques achats. Abdelkader va acheter une carte de téléphone Mobilis parce qu'ici c'est Mobilis qui marche bien et il est frustré de ne pas pouvoir recevoir d'appel. Il faut préciser qu'Abdelkader attend des coups de téléphone très importants. Voilà, là comme j'ai perdu ma casquette, on va acheter une casquette. Une tête assez grosse. Ça doit. Oh ouais, ça ira. Il n'y a pas une blanche, il n'y a pas de clair. Tu la veux blanche? Oui, je préfère ça. Ça va se salir. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Ça prend pas la chaleur. Allez, viens, viens. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Je te ramène du pain cuit maison. Ah oui, je veux bien. Dès qu'on quitte les motos, les gamins, ils sont là. C'est l'attraction. C'est sympa. Je parle pas arabe. Non. English. Français. Français. Yes, yes. Good, good. Good now. Allah رسانا ولكن مزج. Allez hop.
Voilà, Abdelkader a acheté du pain, moi j'ai acheté une casquette parce que quand je... Après Wargla, j'avais oublié de fermer mon coffre avant là, il y avait la casquette au-dessus. Alors évidemment j'ai pas eu le temps de la voir partir, mais j'ai senti à 120 km/h le poids du couvercle du coffre sur moi. J'ai compris que la casquette, walou, ça cogne. Ils sont dingues avec leur ralentisseur là, les petits ralentisseurs, je touche. On fait le tour. On fait le tour. Ah non, oui d'accord. Voilà, route d'Ilizy. Et il y aura, j'espère, de beaux petits paysages. Alors, Ilizy, nous allons vers le sud. Alors, on n'a même pas besoin de panneau. Il n'y a pas 36 routes. On prend celle qui va vers le sud. C'est reparti. Sur la gauche, on a ce qu'on appelle un shot. C'est salé. C'est le seul qui est blanc. Regardez la route qui disparaît à l'horizon. Toute droite. Voilà, nous venons d'être contrôlés. Et nous avons repéré, je suis seul à l'avoir vu, le petit bouquet d'arbres là-bas, il y a des bancs. On peut garer la moto, voilà, on va pique-niquer là. Où je suis avant? Ouais, je vois, je vois. Alors donc ils nous ont contrôlés ce matin, m'ont pris mon nom, mon adresse, ils voulaient mon adresse, le nom du village. Ah, je me suis dit zut alors, parce que Marvejols-les-Gardons, en France ils ont déjà du mal.
ces rochers là, on dirait une poule avec son bec à droite. Au loin, on aperçoit les dunes. Elles sont immenses ici. Alors on réalise bien là que cette route n'a pas été développée pour le tourisme. Le tourisme s'effectue par avion, vu les distances à parcourir en voiture. Mais cette route est visiblement faite pour l'industrie gazière pétrolière. Tu vois, il y a un pipeline qui passe à côté, là, à gauche. Il y en a qu'on ne voit pas sous la terre, qui sont enterrés. Et on voit que toute la terre a été remuée de part et d'autre de la route, à droite et gauche. Ces dunes magnifiques vont nous accompagner jusqu'à Illizi. Le paysage est superbe. Depuis In Amenas, il fait très chaud, mais en roulant ça va bien malgré le vent latéral qui nous pousse vers la gauche. Quand on passe dans ces courants d'air où le sable traverse la route, nous sommes surpris par la force du vent qui nous secoue violemment et l'air qui est soudainement brûlant. Nous arrivons en fin d'après-midi au poste de contrôle à l'entrée d'Illizi. On en profite pour boire et grignoter, car il fait très chaud. On nous retient longuement, puis les gendarmes nous conduisent jusqu'à l'hôtel. Nous avons passé la nuit à l'hôtel El Hadj Bouamama Salah Nadjer.